heureuse de l'accueillir ici, après le beau succès que vous aurez tous noté chez Pauvert, d'Histoire de ta bêtise, qui, puisqu'on est entre nous, et soit dit en passant, s'est vendu, édition poche comprise, à près de 50 000 exemplaires, donc c'est suffisamment rare pour être souligné. Il prend son air pudique, là, mais... si, quand même. Ouais, moi, je trouve que c'est pas assez. En tant que capitaliste, je trouve que c'est faible. On aurait pu faire mieux. Et c'est vrai qu'en écho, pour le coup, au beau titre du non moins beau livre à venir, cette publication a été particulièrement joyeuse. Je crois qu'on peut dire qu'on s'est bien marré, ne serait-ce que parce que il y a toujours quelque chose de festif à voir, un livre aussi offensif, aussi âpre à certains égards, aussi exigeant, enfin pour le dire en un mot, aussi littéraire. Trouver un public aussi large, mais comme j'aime à le dire, parce que je le crois, comme souvent, ce qui est joyeux ne va pas non plus sans un certain nombre de surprises, sans un certain nombre de heurts ou d'effets Larsen. Et si je m'attarde une seconde et demie là-dessus, c'est parce que d'une certaine manière, notre joie, donc le livre à venir, est né aussi de cette suite de malentendus et d'effets Larsen. Donc peut-être qu'avant de rentrer dans le vif et le dur de ce texte, tu pourrais nous en faire l'histoire, nous en raconter l'histoire, nous en faire la genèse. En tout cas, oui, le lien entre les deux livres passerait... Bon, c'est vrai qu'il y a eu une certaine réaction à Histoire de ta bêtise, notamment de la part des premiers concernés, c'est-à-dire ceux que j'appelais les bourgeois, voulant ressortir ce nom et en connaissant bien le potentiel subversif, et ça n'a pas loupé. Je veux dire, rien n'énerve plus un bourgeois. Si tu pouvais éviter de me perturber pendant que j'essaie d'expliquer des trucs. C'est compliqué d'avoir une éditrice alcoolique. Voilà. C'est de ça que je voulais parler aujourd'hui, surtout. Non, rien n'énerve plus la bourgeoisie que le fait qu'on la nomme bourgeoise. Et donc ça s'est vu à la sortie. Je ne vais pas repasser par toutes les cases. Il y a eu un certain nombre de réactions brutales. Mais je pourrais en dire beaucoup de choses. Il y a une chose qui serait intéressante pour arriver à notre joie, c'est que me frappe toujours dans la parade ou la contre-offensive de la classe dominante quand on l'attaque en tant que telle, c'est qu'au bout du compte, elle ne répond jamais aux arguments qui ont été produits, aux arguments ou aux analyses ou aux descriptions ou aux récits, puisque Histoire de ta bêtise était fait de tout ça. C'était pas un livre argumentatif à proprement parler. À aucun moment, je n'ai eu de réponse à ce que je disais. C'était pas, et donc, on connaît bien la tactique. Elle consiste plutôt, non pas à prendre acte de ce qui a été dit et y répondre pour engager le débat, et une discussion qui aurait pu être très intéressante d'ailleurs, mais plutôt à aller faire ce qu'on appelle strictement des procès d'intention, c'est-à-dire plutôt aller chercher dans ce qu'aurait été soi-disant les soubassements de l'écriture. Alors évidemment, première contre-attaque, c'est oui, enfin bon, lui il est bourgeois lui-même, et d'une certaine manière, en attaquant la bourgeoisie, il se désolidarise de sa classe, ou alors il s'achète une nouvelle bonne conscience, etc. Pourquoi pas? Chose qui d'ailleurs a peut-être une part de vérité, mais et que je traitais d'ailleurs moi-même dans le bouquin. Il y a une autre façon de le faire, c'est je ne vais pas du tout écouter ce que tu as dit, mais je vais te prêter des discours que tu n'as pas tenus, mais au fond, je pense que c'est ça que tu penses. Alors notamment, voilà, c'est là qu'on ressort le vieil arsenal qui est de considérer que toute critique un petit peu radicale de la situation sociale actuelle et des rapports de classe, en fait, est quand même sous-tendue par quelque chose de l'ordre du fascisme, quoi. Donc là ressort l'argument du rouge-brun, bien sûr. On s'avance sur la place publique en étant un peu rouge, c'est vrai. À mes heures, je suis un peu rouge. Mais plutôt que de répondre au rouge en moi, on va supposer qu'il est un peu brun au fond. Hein, et que donc les extrêmes se rejoignent, et que voilà, et que tout ça est populiste, etc., etc. Autant d'arguments d'ailleurs sur lesquels j'avais plutôt anticipé dans l'Histoire de ta bêtise. Bon, alors évidemment, moi je ne me sens pas concerné par ce genre de contre-attaque, sauf que, tiens, un trouble apparaît, puisque au moment, dans les 6 mois, dans l'année qui a suivi la sortie d'Histoire de ta bêtise, qui était effectivement assez visible, j'ai reçu quand même un certain nombre de témoignages de sympathie venant de gens, bon, qu'on ne pourrait pas forcément appeler fascistes ou même d'extrême droite, mais quand même zonant un peu dans ces espaces-là. Des témoignages de sympathie. Et parfois même des témoignages extrêmement, inconditionnels de sympathie, quoi. Genre, bon, et c'est là-dessus que donc ça commence à me troubler et je commence à ruminer un livre qui essaierait de se poser 2 questions fondamentales. Qu'est-ce que ces gens me trouvent? Et essayer vraiment d'aborder frontalement la question avec le plus d'honnêteté possible. Parce que s'ils me trouvent quelque chose, c'est bien qu'il y a quelque chose. Donc je ne peux pas être non plus dans la négation absolue, sinon il n'y a pas de livre. Et puis quand même, deuxièmement, en quoi est-ce que vraiment ces gens-là se trompent? En quoi il y a malentendu, vraiment.
Et alors je commençais à cogiter un truc comme ça. Le problème, c'est que moi, pour me lancer dans un essai qui n'est pas mon genre de base, il faut que j'ai de l'incarnation, quoi. Oui. C'est le réflexe de romancier. Et je l'avais pas. Et je voyais bien que ce livre, j'arrivais pas à le commencer parce que tant que je n'avais pas une espèce de situation ou quelque chose qui personnaliserait un peu la chose, comme je l'avais fait dans l'histoire de ta bêtise avec le tutoiement. Et cette chose-là, miraculeusement, m'est tombée dessus un soir à Lyon, où j'étais dans une rencontre publique. Je faisais une rencontre publique, comme un peu ici, mais plus longue, dans une librairie plutôt affiliée, disons, à la gauche radicale. Enfin, c'était pas une librairie, c'était une salle qui avait été délocalisée, justement. C'est important, parce que du coup, on se retrouvait dans le quartier identitaire de Lyon, en tout cas tenu par les identitaires, où les identitaires tiennent 2-3 bars, m'a-t-on dit, la veille. Et à la sortie de cette rencontre où j'avais ergoté 2 heures, comme à mon habitude, me saute dessus pratiquement un jeune homme d'une vingtaine d'années, 25, qui me dit tout de suite « tu es mon idole ». Voilà. Et il était avec 2-3 copains. Et il me dit « voilà, on t'adore, moi tu es mon idole, j'aimerais bien te payer des verres ». Bon, voilà. Si on me prend par les sentiments, moi tout de suite je dis oui. Même si intuitivement j'ai quand même un peu d'intuition politique, quand même. Enfin, disons, pour moi la politique est tellement une chose incarnée que je sens un peu tout de suite de quoi il retourne. Et je me rends compte au bout de 5 minutes de discussion au café, terrasse, soirée de septembre plutôt chaleureuse, que j'ai affaire à des jeunes gens plutôt d'extrême droite, quoi, plutôt des soraliens, des fans de Soral, des choses comme ça. Bon, alors cette soirée, évidemment, non seulement je l'ai fait durer parce que j'y prenais du plaisir, et j'explique pourquoi dans le livre, pourquoi je prends du plaisir à discuter avec ces jeunes gens pendant 3-4 heures, et même au-delà. Mais je dois bien dire que ça, c'est la perversité de l'écrivain. Hein. C'est-à-dire que je vois déjà que ça y est, j'ai ma situation. En fait, enfin, je vais pouvoir déclencher le bouquin. Parce que ça, ce qui s'est joué ce soir-là, m'offrait une charpente narrative et une incarnation. Et donc, notre joie est charpentée par cette soirée lyonnaise. C'est ça. Alors, justement, parce qu'effectivement, une des forces du livre de François Bégodeau, c'est qu'il ne pense pas par catégorie. Hein. Il est dans l'incarnation toujours. Donc, on va revenir à M, qui n'est pas seulement un mec d'extrême droite, même s'il est sans doute aussi ça. Donc, cet homme avec qui tu passes la soirée, auquel tu reviens, parce que cette soirée devient un peu le motif, en fait, autour duquel le livre, comme ça, se compose. Eh bien, tu le dis assez tôt dans le texte, de lui, tu ne sais presque rien, parce qu'il est manifestement aussi enclin, ce M, à épancher ses théories, qu'il est rétif à l'idée de parler de lui. Seulement, évidemment, François Bégodeau, lui, l'écoute, et évidemment, son discours, beaucoup plus qu'il n'imagine, et sans qu'il s'en rende compte, révèle quelque chose du paysage mental qui le raconte beaucoup plus qu'il ne le voudrait. Alors, en écho à une question d'ailleurs que tu lui poses aussi très tôt dans le texte, tu lui dis, mais en fait, qui êtes-vous? Parce que tu voudrais qu'il se démasque, ce qu'il ne fait pas. Est-ce que tu pourrais, avant que nos amis du frère le découvrent dans le texte même, mais nous dire qui est M? M se présente immédiatement, donc 25 ans, c'est tout ce que je sais de lui au moment où on commence à boire ses demi, ses pintes. Je vois qu'il est avec d'autres gens, donc je dis immédiatement physiquement, je vois bien à peu près à qui j'ai affaire. Mais lui, évidemment, tout de suite, je vais lui dire, mais surtout qu'il se trouve qu'il y a des gens de gauche autour de la table aussi qui immédiatement commencent à me mitrailler du regard en me disant, je suis en train de parler avec le diable. Donc je comprends aussi à ce titre-là à qui j'ai affaire. Et donc je dis à ces 3 jeunes gens, 4 en fait, mais il y en a un qui parlait jamais. Mais en fait, vous êtes d'extrême droite, c'est ça l'idée. Et eux, évidemment, première réponse de M, qui était celui qui parlait le plus, qui était un peu le chef de bande, pas du tout. Moi, mes amis de gauche me trouvent à droite, et mes amis de droite me trouvent à gauche. Je dis, ok, très bien, toi, t'es d'extrême droite. C'était typiquement c'est une réponse bien connue, et je cite dans Notre Joie un livre très connu de Sternel, qui, quand il a fait l'histoire du fascisme des années 20-30, le livre s'appelle Ni droite ni gauche. Donc c'est pas d'hier que l'extrême droite a toujours prétendu qu'elle était la 3e voie, qu'elle était au-dessus de tout ça. Donc je lui dis, écoute, arrête de me la faire, on va dire que t'es... Bon. Mais de fil en aiguille, quand même, il finit par accepter, parce qu'il va dénier toute la soirée être d'extrême droite, mais il va quand même accepter que l'identité, ça l'intéresse. Alors oui, là, le motif identitaire l'intéresse. Donc là, c'est là qu'évidemment se noue quelque chose, et que j'essaie d'analyser. Moi, j'ai affaire à quoi? J'ai affaire à un discours ce soir-là. Donc c'est un discours que j'analyse. Et c'est pour ça que les 50 premières pages du livre sont des analyses du verbe identitaire. Que j'appelle aussi un verbe autoritaire. Hein. Comment ça marche ce verbe? Ce verbe a une grande caractéristique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il est d'abord d'une immense abstraction. Hein, c'est ça qui me fait dire que M est un idéaliste. Il ne brasse que des idées. Hein, il n'est pas idéaliste au sens où il croirait à la paix dans le monde et au bonheur pour tous. Hein, pas dans ce sens-là, dans le sens
platonicien, quoi, philosophique, qui brasse des idées. Sa matière première, c'est les idées. Et toute la dialectique de la soirée entre nous deux, ça va être que moi, je vais essayer de lui faire dire des choses sur le réel, sur son réel à lui. Qui es-tu? Que fais-tu? Quel est ton métier ou tes études? Et lui ne va pas arrêter d'essayer au contraire de toujours maintenir la discussion sur le champ des idées, avec des noms en isme à toutes les phrases. Donc c'est ça, c'est ce que je dis au bout de quelques pages, au bout de, je ne sais plus, 30 ou 40. Ce qui nous oppose, en tout cas en premier jugement, M et moi, c'est pas tant que lui est raciste et moi plutôt antiraciste, c'est pas tant que lui est, je sais pas, homophobe et moi plutôt sympathisant de la cause des minorités ou autre chose comme ça. La ligne de front, elle n'est pas là, elle est verbale. Elle est d'abord, on ne parle pas la même langue, quoi. En tout cas, on ne s'empare pas de la langue de la même façon. Donc ça que et après, je crois que quand même, je finis par analyser pourquoi veut-il fuir à ce point-là le réel? Alors là, il y a des hypothèses psychologiques, bien sûr, et sur lesquelles je ne peux que spéculer, puisque pendant toute la soirée, M ne lâchera rien sur qui il est et sur comment il gagne sa vie, qui sont ses parents, etc. Donc je ne peux que spéculer, donc c'est ce que je fais dans le livre, j'essaie de voir, mais d'où vient, quel est le ressort affectif ou social de cette fuite, quoi. Bon, mais il y a un ressort social, en tout cas, qui me permet de glisser de M à un bloc beaucoup plus vaste que l'extrême droite. C'est premièrement la négation de l'histoire. Il ne pense jamais historiquement les choses et il ne pense jamais socialement les choses. Voilà. Et alors le fait de ne jamais penser historiquement les choses et ne jamais penser socialement les choses, c'est aussi le propre de la pensée libérale. Et c'est à ce titre-là, et c'est un peu l'objet de ma première grande partie, il y en a deux, que je crée une jonction entre... on s'interroge beaucoup en ce moment, on voit bien, on voit bien les gens faire en ce moment sur les petits nouages, les petites alliances, les mariages de plus en plus nombreux entre la droite dite républicaine et l'extrême droite. On les voit tous les jours, je n'invente rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'ils ont un corpus théorique et un corpus moral, éthique et langagier commun. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en fait, ce qu'on appelle la droite républicaine est fasciste? Est-ce que ça veut dire qu'en fait, les fascistes sont en fait des républicains? Moi, je ne rentre pas dans ces débats-là, je n'attribue pas des étiquettes comme ça qui auraient valeur de jugement. Ce qui m'intéresse, c'est de reconstituer dans cette première partie un imaginaire politique commun qui, pour moi, va de l'extrême centre à l'extrême droite. Ouais. Alors, pour essayer d'évoquer la deuxième partie, qui est sans doute celle, à titre personnel, si ça peut, je ne sais pas, vous aider, celle que je préfère, je sais pas, t'oppose dans ce livre la colère, qui serait l'affect maître, en fait, qui dominerait l'inconscient de la droite, et la joie, qui serait donc l'affect maître qui dominerait l'inconscient de la gauche. Est-ce que tu peux nous dire en quoi la joie est particulièrement subversive? Ce qui pourrait être aussi une lecture assez chrétienne, je suis en train de me dire tout à coup en te parlant. Bien sûr. De toute façon, j'assume et je peux porter haut la connotation chrétienne de ce titre. Pour moi, la notion de joie a toujours été accolée aux grands auteurs chrétiens et aux grands textes chrétiens. Et ne serait-ce que le premier d'entre eux, exemplairement le Nouveau Testament. Bon, bref. Donc ça, il n'y a pas de problème. On n'appelle pas un livre impunément notre joie. Ça, c'est sûr. Oui, je pars de la colère dans cette deuxième partie, parce qu'évidemment, la deuxième partie, on pourrait la résumer bêtement et scolairement à quelle peut être la parade par rapport à ce bloc que j'ai reconstitué, que j'appelle le bloc libéral autoritaire, ou une espèce de bloc étendu de la bourgeoisie. Bon, c'est quoi la parade? Est-ce que c'est la colère? Est-ce qu'il faut... tu disais, par exemple, que la colère serait de droite, et je sais que c'est pas toi qui le pense, mais on pourrait... que la colère de droite et la joie seraient de gauche. A priori, c'est pas ça le partage majoritaire, enfin, en tout cas... Le lieu commun sur l'affaire, c'est que quand même la colère est un moteur politique tout à fait noble. À gauche, on est tout à fait convaincu qu'il faut être en colère. Il y a une nécessité d'être en colère, c'est bon signe d'être en colère. Bon. Et donc j'interroge ça pendant le premier tiers de cette deuxième partie, parce que ça me paraît très problématique. En tout cas, je pense que, bien sûr, il n'y a sans doute pas d'engagement politique ou de subversion politique digne de ce nom, de l'ordre social en tout cas, sans qu'il y ait un affect de colère à la base, probablement. Ce que je dis simplement, c'est qu'une fois qu'on a dit colère, on n'a rien dit. Il y a 1000 façons de politiser sa colère, y compris des façons tout à fait brutales, tout à fait fascisantes, tout à fait... Par ailleurs, je le dis aussi, il y a des colères de dominants. Ça existe, les colères de dominants. Les dominants sont très en colère aussi, ce que j'appelle les colères de copropriétaires. Vous savez, quand on n'est pas content parce que en fait, le jardinier que paye la copropriété a mal fait le boulot, on est très en colère. Ils sont très en colère quand les Black Blocs ont encore détruit 2-3 vitrines, quoi. Donc la colère, politiquement, elle n'est le gage de rien du tout.
Donc il faut bien lui ajouter un autre affect pour être sûr qu'on est du côté de l'émancipation. Puisque c'est le maître mot pour moi de la gauche. Bon, c'est l'émancipation, c'est pas autre chose. Cet autre affect, c'est un affect plus joyeux. Voilà, ça c'est sûr, parce que la colère est un bel affect. Il me semble que Spinoza dit quelque part que c'est la plus belle des passions tristes, mais il faudrait le vérifier. Je trouve que ça résume assez bien mon ambivalence vis-à-vis de la colère. Je pense qu'elle est à la fois nécessaire mais pas suffisante, et surtout elle peut nous égarer, quoi. Alors il faut trouver une espèce de pondération de la colère qui serait ce que j'appelle la joie. Et la joie, c'est pas compliqué, je pense que ça a beaucoup à voir dans mon esprit avec l'autosuffisance. Avec le fait de se suffire, de travailler à sa propre autonomie. Le problème avec la colère, c'est qu'elle ne cesse de se référer à ce qu'elle déteste. Elle ne cesse de s'en remettre à ce qu'elle déteste. Pour ça, je pense que les Gilets jaunes ont été exemplairement limités de ce point de vue-là. Ils étaient obnubilés par le pouvoir central. Obnubilés. C'est-à-dire qu'ils s'en référaient toujours à Macron, alors de façon négative, mais ils étaient beaucoup trop tournés, à mon sens, pour moi, vers les lieux de pouvoir. Ce qui me plaît le plus dans la tradition politique qui m'importe et qui m'émeut, c'est la capacité qu'elle a eue, cette tradition politique, qu'on pourrait situer de mille manières, à s'auto-organiser et surtout à ne plus se référer à l'ennemi. D'où quelques pages que j'ai sur l'amitié. Pour moi, c'est ça l'amitié en politique, c'est quand je cesse de vertébrer mon engagement politique ou ma pensée politique à ce que je déteste, à ce qu'il faudrait renverser. Mais je me demande plutôt comment moi, là, maintenant, je peux m'organiser. Je peux créer des collectifs vertueux, des collectifs émancipateurs, des zones, etc. Pour finir, pour donner un exemple, c'est ça qui énerve tellement, je pense, la classe dominante, c'est le sentiment que parfois on peut se passer d'elle. Il n'y a rien qui l'énerve tant que ça. Pourquoi est-ce qu'on envoie tellement de gendarmes mobiles sur la ZAD de Nantes ? Parce qu'on pourrait se dire, c'est quand même un bout de terre, c'est pas grand-chose. Ces gens-là dérangeaient pas grand monde. Alors il y a deux choses. Ils ont touché quand même à un truc sacré qui est la propriété. Deuxièmement, c'est vrai que l'attribut de l'État, ça a toujours été le territoire. Et dès que des gens prétendent accaparer un territoire en dehors des possessions de l'État, ça énerve beaucoup l'État. Mais il y a une troisième raison. Ils détestent sentir qu'on pourrait se passer d'eux. On pourrait se passer d'eux. Et j'appelle joie cette capacité à se passer d'eux. Alors, je vais dire ce que lui ne peut pas dire. C'est vraiment un texte que moi j'ai trouvé très très beau, qui est d'un lyrisme idéalement comme ça tendu et sec, qui est remuant aussi, assez émouvant, et qui aussi, donc vous l'avez compris, entre le moment de cette soirée et puis des moments beaucoup plus digressifs, où François se raconte, où il est clair, où rétro-éclaire son propos d'anecdotes, de souvenirs accompagnateurs, et tout ça, pour employer un mot qu'il a employé d'emblée, rend le texte prodigieusement incarné, quoi. Il fait qu'il rend compte de cette espèce de dynamique vitale qui fonde en fait le politique quand on le vit et quand on le pense, comme des mecs comme François Bécot le vit et le pense. Voilà. Donc lisez-le. Voilà. Oui, c'est ça la conclusion de toute façon. Merci beaucoup. Merci.